Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Natacha Ray. Bonjour et bienvenue. Bonjour Annabelle, merci pour cette invitation sur Radio Piquant. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors Natacha, tu es la créatrice de Réseau de Services. Oui. Peux-tu nous présenter un petit peu l'entreprise ? Alors, Réseau de Services, c'est avant tout une activité d'auto-entrepreneur que j'ai reconvertie dans cette activité d'auto-entrepreneur après avoir été pendant 2 ans au sein d'une coopérative d'activité. Beaucoup de gens ne connaissent pas le statut de coopérative d'activité, mais pour l'heure, j'ai préféré sortir de cette zone de confort qu'est une coopérative pour me lancer de façon indépendante. Donc Réseau de Services est une continuité en fait de son existence au sein d'une coopérative. Alors, Réseau de Services, c'est avant tout en fait une partie d'une idée, celui de pouvoir accompagner des chefs d'entreprise et des personnes qui sont désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas par où commencer et de quelle façon en fait emmener leurs idées et de quelle façon pouvoir justement organiser toute cette activité, tout son projet. Donc aujourd'hui, j'accompagne des chefs d'entreprise en règle générale, je l'avoue. Moi, quand je dis chef d'entreprise, c'est aussi des personnes comme moi, que j'appelle des entrepreneurs solo, qui sont toujours dans une configuration d'être seul dans son entreprise. Et donc d'aider, en fait, justement tout cet aspect d'entrepreneur solo dans toute une organisation qui nécessite justement qu'on soit à tous les niveaux d'activité. D'accord. Et du coup, elle existe depuis quand Alors, de service ? Aujourd'hui, donc, on peut parler de ma 3e année. En tant qu'entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plutôt un parcours d'entrepreneur, mais plutôt sur mon île d'origine à Madagascar. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à ouvrir cette entreprise ? Lorsque je suis arrivée en 2010 à La Réunion, c'était dans les circonstances en fait de ce que j'appelle moi des accidents de la vie, puisque j'ai accompagné mon fils dans le cadre de son parcours de santé qui nécessitait un suivi médical très long, qui a nécessité que je ferme mes entreprises à Madagascar et que pour pouvoir justement recréer un emploi, j'ai préféré monter mon activité d'entrepreneur ici sur l'île de La Réunion. Donc j'ai fait la même activité, proposer mes compétences au niveau des entrepreneurs pour leur proposer ma méthodologie, mes astuces, mes conseils pour aller je dirais pas vite, mais de façon assurée sur les choses, parce que aller trop vite aussi, ce n'est pas une bonne chose, puisqu'il faut intégrer beaucoup de paramètres, et donc de leur montrer justement qu'il est possible, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est tous les champs possibles, c'est de mettre tous les aspects cadres qui permettent justement d'aller loin et plus longtemps. Donc en fait, quand j'étais arrivée en 2010, j'ai à peine fait 9 mois d'activité entrepreneuriale. Et puis un de mes clients m'a demandé de retourner dans le milieu salarial. À vrai dire, ça s'est posé comme une opportunité, puisque j'étais plus dans la dimension d'accompagner mon fils dans son parcours médical. Donc j'ai préféré assurer la sécurité du mode alimentaire en me disant pourquoi pas effectivement redevenir salarié. Donc j'ai fait une pause transitoire dans le monde du salariat pour finalement retourner à mes premiers amours, l'entrepreneuriat. D'accord, donc on comprend à travers ce que tu dis que l'entrepreneuriat, c'est quand même prendre des risques. Donc comment t'es arrivé justement à pallier face à ces risques-là ? En fait, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est vraiment des prises de risques ? Je dirais que tout est prise de risque. C'est plutôt, je dirais, c'est un choix de vie. Parce que je pense que le monde salariat a ses propres risques, mais c'est vraiment un choix de vie qui nécessite des décisions qui sont beaucoup plus risquées peut-être, mais les prises de risques sont peut-être avec beaucoup plus de conséquences
puisqu'on n'a pas ce qu'on appelle l'assurance d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois. Mais c'est par son choix de vie, c'est de se dire, ce que j'aime beaucoup dire, c'est le choix, c'est la notion de tout est possible. Et j'aime beaucoup cet aspect-là de l'entrepreneuriat. On parle de liberté dans l'entrepreneuriat. C'est une liberté qu'on paye cher, je dirais, mais c'est plus vraiment ce champ des possibles. Voilà, moi j'identifie l'entrepreneuriat comme tous les champs du possible, celles des personnes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'aller au bout de leurs convictions, qui ont envie d'aller au bout de leurs idées et de leurs projets. Et en ce sens, est-ce que c'est vraiment des prises de risques? On a toujours le choix de redevenir salarié, je dirais. Et comment ça influe justement au quotidien, ce choix? Comment ça influe au quotidien? C'est quand on se lève le matin, moi j'ai énormément de plaisir à me lever le matin parce que je sais que je fais ce qui me plaît. Le plus important est de savoir que entre la passion et la partie économique de son activité, il faut toujours arriver à ce sens des mesures et savoir se mettre des cadres, parce qu'on peut vite s'éparpiller par rapport à tous ces idées. Et en fait, l'alimentaire, comme je l'appelle toujours, nous remet un peu sur les rails. Et c'est justement en ce sens que quand j'ai créé Réseau de Services, c'est de pouvoir justement, puisqu'aujourd'hui je peux parler de 20 ans d'entrepreneuriat et finalement que 5 ans de salariés, c'est de pouvoir se dire, ben oui, je veux ça, mais qu'est-ce que je dois assurer derrière? Donc c'est vraiment, il y a la part de rêve, mais il y a la part de réalité qui est toujours en parallèle. D'autant que pendant très longtemps, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir refait ma vie pendant très longtemps. J'ai mené toute seule à élever mes enfants toute seule après le décès de leur papa. Donc je me suis retrouvée à avoir toujours cette priorité dans la tête, c'est de dire j'aime ce que je fais, mais je ne dois pas oublier que tous les jours, je dois nourrir 2 enfants et que si nous, en règle générale, on a en tant qu'adulte une notion relative de nos besoins, puisqu'on peut dire tiens, je mange pas aujourd'hui, à midi, j'ai pas le temps, etc. Les enfants nous recadrent vite que à midi, il faut manger, à 18h, il faut commencer à préparer à manger. Donc c'est tous ces aspects-là, en fait, qui fait que je trouvais que cet aspect de mes motivations à me dire je voudrais créer une assistance, un service, des conseils pour non pas créer son activité mais permettre qu'elle dure. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les statistiques disent en fait que la plupart, je crois que, bon, c'est les statistiques du Canada, mais j'ai du mal à accéder aux statistiques françaises, c'est que 80% des entrepreneurs n'atteignent pas les 2 ans d'activité. Donc c'est une réalité sur laquelle aujourd'hui je me dis, je suis peut-être pas la plus riche, mais j'ai la notion de dire que sans les accidents de la vie qui ont jalonné, je dirais, tout le parcours de n'importe quelle personne, je pourrais dire que l'entrepreneuriat fait partie de moi. D'accord. Et donc, justement, comment tu as fait aussi pour concilier la vie de maman, la vie de femme et en même temps la vie de chef d'entreprise, si on veut dire ça comme ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que n'importe qui doit d'abord se fixer des priorités. Au décès de leur papa, j'ai fait de ma priorité mes enfants. Dans ce sens, toutes mes décisions d'entrepreneur ont été toujours dictées d'abord sur la priorité mes enfants. Donc, ce qui explique, je dirais que ma croissance, elle a été, ou mon développement d'entreprise, elle est très mesurée. Et c'est ce que j'appelle des prises de décision et non pas des prises de risque, qui permettent justement de dire, bon, à l'heure d'aujourd'hui, mes enfants ont 17 et 18 ans, je peux aujourd'hui penser plus
au développement de mon entreprise et je me sens un peu plus libre dans mes choix et dans mes décisions. Cette fameuse liberté qu'on n'arrête pas de parler au niveau des entrepreneurs, comme j'ai souvent dit, elle est très relative. Moi, en fait, je dis que la liberté n'a de réalité que s'il existe un cadre. Et en fait, c'est vraiment quand on se fixe des cadres en disant à 18h, j'arrête de travailler et que malgré tout, les clients peuvent me demander, me solliciter, c'est non, etc. Donc ça a été très difficile au début, je l'avoue. Et c'est justement quand on se remet en tête, c'est quoi mes choix, mes priorités, on arrive justement à se recadrer soi-même. Souvent, ce qu'on oublie souvent, c'est que nos ambitions nous emmènent parfois à oublier quelles étaient nos priorités. D'accord. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu travaillais dans une coopérative avant. Oui. Et donc, avais-tu déjà les compétences pour mener ton activité d'entrepreneur? Alors, il faut savoir que je ne travaillais pas dans une coopérative. C'est-à-dire qu'en fait, la coopérative d'activité est une possibilité aujourd'hui comme une couveuse, comme le portage salarial. Ça permet à toute personne désireuse d'entreprendre d'avoir une option de s'héberger, d'héberger son activité dans une structure juridique qui lui permette en fait de ne pas penser à tous les aspects juridiques, sociaux et fiscaux. C'est-à-dire que demain, vous, Annabelle, vous vous dites, tiens, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand j'entends tout ça, j'ai peur. Je connais rien au niveau fiscal, je connais rien au niveau juridique, je ne connais rien au niveau de tous les aspects d'obligation. Eh bien, en fait, la coopérative d'activité est là pour héberger votre activité et tient à votre place tous ces aspects-là, en échange, en fait, de 10% en fait, de votre chiffre d'affaires pour tenir à jour toutes vos obligations. Donc, en fait, c'est vraiment, je dirais, c'est un confort. Moi, j'appelle ça vraiment une zone de confort, puisque j'ai été très longtemps entrepreneur avec soit le statut de SARL, d'entreprise individuelle. J'ai découvert la notion de coopérative d'activité comme vraiment un tremplin pour quiconque, surtout pour moi qui était arrivé sur l'île de la Réunion, et de se dire, ok, tu as peut-être été entrepreneur pendant 15 ans à Madagascar, mais tu ne connais pas les réalités fiscales, juridiques et sociales de ce pays. Alors, si tu veux vraiment avancer dans ton activité, pas te retrouver rattrapé par toutes tes obligations, rentre dans une zone de confort qui te permet ça. Souvent, on peut dire, oui, 10% de mon chiffre d'affaires, j'ai pas forcément... Mais en fait, je dirais qu'il faut se donner les moyens de réussir son projet. Et donc, vraiment, aujourd'hui, je parle vraiment de la notion de coopérative d'activité et d'emploi comme vraiment une alternative. D'ailleurs, cette coopérative s'appelait Énergie Alternative. Aujourd'hui, elle s'appelle Coop Union, puisqu'ils ont évolué. Et je trouve que c'est vraiment des entités qui seraient intéressantes aujourd'hui de développer encore plus davantage sur l'île et dans tous les autres pays, parce que ça permet justement qu'une activité se pérennise. Quand je vous parlais des statistiques qui disaient après 2 ans d'activité, eh bien la plupart des entrepreneurs jettent l'éponge ou sont usés par tout ce qu'ils n'ont pas appris et qu'ils ont oublié finalement que leur passion, c'était quelque chose qui les avait emmenés dans l'entrepreneuriat et qui finalement finissent par les décourager. Donc moi aujourd'hui, j'ai fait le choix de sortir de la coopérative pour sortir de ma zone de confort, parce que j'ai une notion un peu de me dire de prendre beaucoup plus de risques dans ma croissance et de sortir un peu de cette notion d'aller beaucoup plus dans l'audace.
ce qui m'a toujours animée, et puis surtout certainement par le fait qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus libre par rapport à mes enfants. Donc ils sont aujourd'hui en train d'entamer leur propre autonomie. Donc pour moi, aujourd'hui, je voudrais oser plus que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc Natacha, tu es aussi membre de l'association des filles de femmes. Oui. Tu peux nous dire comment tu as découvert cette association-là? Alors c'est très simple. À Madagascar, j'étais déjà au sein d'une association d'entreprendre au féminin à Madagascar, dont j'étais moi-même la présidente fondatrice. Et à cette époque, notre association était arrivée à intégrer le réseau régional d'entreprendre au féminin Océan Indien, puis par la suite d'intégrer le réseau entreprendre au féminin mondial. Donc, comme je dis toujours, les accidents de la vie m'ont amené à partir de mon pays et donc à lâcher cette association. Et ma première je dirais, mon premier besoin a été de réintégrer l'association existante ici sur La Réunion. Parce que j'estime qu'en fait, entreprendre, c'est rentrer dans une forme d'isolement. On parle de solitude, mais en fait, c'est un isolement provoqué par un mode de vie, où on a souvent tendance, justement par nos passions, par une activité qui est chronophage, à se dire, prends le temps d'aller voir les autres, d'aller voir comment ça se passe chez les autres. Et moi, j'avais toujours cette idée, de toute façon, j'ai vraiment une notion de, comment je dirais ça, de communauté, et je trouvais que partager ses idées, partager ses convictions, partager aussi ses galères, c'est important, et pouvoir se dire, ouf, on n'est pas finalement tout seul. C'est rassurant de se dire qu'il n'y a pas que soi qui éprouvons des difficultés. Et ce que je disais d'ailleurs à Marie Tolosa, la présidente de l'association Entreprendre au féminin, c'est qu'il faudrait parler davantage en fait des difficultés, mais pas les accentuer, mais surtout parler de quelles solutions être force de proposition, aussi bien au niveau des entités que de l'administration, pour être force de proposition, parce que il n'y a que nous qui pouvons proposer des solutions et être plus acteur dans ce que j'appelle notre demain et l'avenir qu'on construit aussi pour nos enfants. D'accord. Et donc concrètement, est-ce que cela t'a apporté des aides, par exemple, pour développer ton activité? Alors en termes d'aide, j'ai pas eu la chance. Dans la création d'entreprises, il y a des cadres dans les aides et les subventions, soit avoir moins de 30 ans, soit il y a plusieurs critères dans lesquels je n'étais pas éligible. D'accord. Donc d'un certain côté, ça ne m'a pas forcément arrêtée, dans la mesure où j'aime à revenir sur mon pays qui est Madagascar, où l'entrepreneuriat n'a pas autant d'aide. Il n'y a pas d'aide du tout, pour ainsi dire. Donc, ça ne m'a pas forcément arrêtée dans mon élan. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de l'association de défis de femmes, j'essaye de leur dire qu'il faudrait ouvrir beaucoup plus les critères d'aide aux femmes, dans le sens où le plus souvent, lorsque les femmes rentrent dans l'entrepreneuriat, elles se sont en règle générale les femmes qui ont déjà eu un parcours de vie, qui sont dans un esprit, je dirais, soit de reconversion professionnelle, et de se dire, de
de chercher un autre mode d'épanouissement. Et en règle générale, c'est à partir de 35 ans. Donc on n'est déjà plus dans les critères de création d'entreprise, et je trouve ça regrettable, parce que je trouve que les femmes qui ont atteint une maturité ont beaucoup plus, je dirais, d'assurance à aller jusqu'au bout de leurs idées et de construire. Ils ont été mamans, donc on a déjà cette notion en fait de construction, de demain. On est des gestionnaires malgré soi au sein de nos foyers, dont en fait, d'ailleurs on s'aperçoit que les femmes, en tous les cas d'après les statistiques que j'avais de mon pays, les femmes sont moins demandeuses en termes de crédit, pourtant sont plus solvables en termes de remboursement de crédit. Elles sont beaucoup plus viables et fiables, en tous les cas dans mon pays, quand elles font des emprunts. Et en fait, notre association avait des partenaires là-bas qui nous accompagnaient beaucoup parce qu'ils avaient foi en fait dans les femmes entrepreneurs et dans leur solvabilité. D'accord. Et est-ce que, à part le fait de gérer aussi sa vie de maman, as-tu eu des difficultés particulièrement le fait que tu sois une femme? Non. Pas forcément. Je dirais presque que les femmes sont beaucoup plus dures entre elles. En fait, le respect, en fait, il ne se donne pas, il s'acquiert, je pense, par la posture qu'on a et par l'attitude et les valeurs qu'on véhicule. En tous les cas, personnellement, je n'ai pas eu le sentiment que les hommes étaient un frein dans mon développement ou dans mon idée de création. Bien au contraire, je dirais que ce sont vraiment une aide particulièrement appréciable. Par contre, c'est vrai que autant les femmes aiment à se regrouper, à bavarder aussi, oui, ça. Mais elles ont énormément de mal, par contre, à se mettre ensemble en forme de projet. Alors que les hommes, on a souvent la notion qu'ils sont individualistes, mais lorsqu'un projet leur tient à cœur, ils ont plus facilement cette notion de groupe. Et c'est peut-être une appréciation personnelle, mais je trouve que ils sont beaucoup plus dans l'action lorsqu'ils sont en groupe, les hommes, que les femmes. C'est pour ça que dans notre association à Madagascar, Entreprendre au féminin à Madagascar, j'intégrais énormément des partenaires hommes dans nos projets. C'est parce qu'ils apportaient un peu ce côté moins féminin de l'approche féminine de l'entrepreneuriat. D'accord. Et bon, revenons un peu plus sur réseau de services. Oui. Quels sont les différents types de services que tu peux apporter aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs? Alors, j'ai deux cibles en fait de public au sein de mon activité. C'est les personnes en fait qui sont dans un tournant, je dirais dans un virage de vie, qui sont en projet de création d'entreprise, qui sont soit dans un statut de demandeur d'emploi, soit des salariés qui sont en voie de reconversion professionnelle. Donc dans ce cadre-là, je propose soit de la formation, soit du conseil. Et par contre, pour l'autre cible de public, c'est-à-dire les entrepreneurs solo, j'apporte de l'assistance, de la formation et du conseil. Et ça se traduit en fait le plus souvent par une réorganisation en interne de leurs activités. Je ne touche pas à leur cœur de métier. Je touche uniquement à l'organisation administrative en interne de leurs relations clients, de leurs relations recherche de clients, ne serait-ce que dans leur
dans tout ce qui est process pour leur permettre de gagner en réactivité et en performance. Combien de fois il y a des personnes qui se disent je retrouve plus un document, je sais plus, que ce soit physique, hein, document physique ou fichier ou etc., et qui n'ont pas, qui ont cette notion, en fait, à chaque fois je pose la question, sur ces 3 questions dans lesquelles vous vous retrouvez. Je manque de temps, je suis débordée, je ne retrouve plus rien, j'y arrive plus. Et en fait, la plupart du temps, ils répondent oui aux 4 questions. Et je dis, vous avez besoin de moi. Mais pour autant, à un moment ou à un autre, j'ai la chance en fait que mon accompagnement, aujourd'hui j'accompagne 4 entreprises à l'année et je me suis retrouvée dans la même problématique que mes propres clients. Et de me dire, oui, mais je ne veux pas travailler plus de 8 heures par jour. Pourquoi un salarié peut-il se permettre 8 heures? Pourquoi moi, en tant qu'entrepreneur, puisque je suis mon propre patron, je n'y arrive pas? Donc, j'étais quand même arrivée à une notion que sur 4 clients que j'accompagne à l'année pour l'organisation administrative en interne de leur process dans leurs activités, je me suis retrouvée à me dire, oui, mais si je veux gagner davantage, comment je fais? Est-ce que j'étends plus mes heures? Et non, j'ai pas envie, ou comment je fais? Et c'est un de mes clients qui m'a donné la solution en me disant, mais en fait Natacha, quand tu interviens chez nous, tu nous formes. Et là, ça a fait... Et donc, en fait, l'année dernière, je suis partie en formation de formateur. Cette année, je suis partie en formation pour... ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, pour me dire, je rajoute le volet formation dans mes activités. Donc cette année, en 2018, lorsque je suis sortie de la coopérative d'activité, c'est pour justement me dire, ok, tu vas te lancer dans un aspect qui est autre que l'assistance, qui est autre que le conseil, tu vas rentrer dans une autre forme d'activité qui est la formation, qui fait que grâce à la formation, je peux toucher plus de personnes sur un même temps sans forcément augmenter mes tarifs. Parce que j'ai mes propres valeurs en me disant, si je veux gagner davantage ma vie, il faudrait que j'augmente mes prix et je ne voulais pas faire ça à mes clients. Donc le choix a été très vite fait en me disant, ben, je vais leur proposer de rejoindre un groupe ou en format individuel, leur permettre aussi que toutes les entreprises aujourd'hui cotisent pour ce qu'on appelle la cotisation formation, qui puissent finalement bénéficier eux-mêmes d'un renforcement de compétences pour avoir des méthodes, des outils, des astuces, je dirais de pro, pour gagner en performance et en réactivité. Si je peux donner une image en fait, parce que c'est peut-être mes origines qui font ça, de comment je pourrais appeler en fait l'organisation, parce que c'est vraiment le métier que je propose aujourd'hui, c'est organiser une entreprise. C'est en fait pour moi l'organisation administrative et commerciale d'une entreprise, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. On parle de poumon, de cœur, on parle plein de choses au sein d'une entreprise, que le chef d'entreprise, c'est le cœur de l'entreprise ou le poumon, etc. Et moi, je disais que pour qu'une entreprise puisse se créer, pour qu'une entreprise puisse se développer, pour qu'une entreprise puisse se pérenniser, il faut que sa colonne, c'est pour ça que je parle, l'organisation administrative doit être droite. Aujourd'hui, en fait, on est tous scoliosés parce qu'on s'adapte au rythme, à la vitesse et à beaucoup de sollicitations, que ce soit de l'administration, des clients, des fournisseurs, etc. Et on oublie finalement que notre entreprise doit être structurée, organisée, qu'elle soit toute seule. Parce que la plupart du temps, un entrepreneur solo, il est à la fois commercial, il est à la fois il est à la fois ouvrier, il est à la fois patron de lui-même. Bref, en fait, il est comptable. Donc, à un moment, il faut qu'il arrive
à s'organiser et à revoir complètement son organisation pour se donner une chance en fait de réussir. Et pour pouvoir commencer à déléguer, il faut déjà pouvoir savoir quoi et comment déléguer. Et donc c'est un peu en ce sens que j'apporte en fait cette solution aux entreprises aujourd'hui. D'accord. Et à part la formation qui vient de se mettre en place cette année, Oui. as-tu des projets pour réseau de services? Alors les projets, c'est de pouvoir m'étendre sur la zone océan Indien, mais chaque chose en son temps et à son rythme. Et puis surtout de pouvoir permettre, ça reste de pouvoir permettre une formation mixte, comme je l'appelle, c'est-à-dire à la fois permettre aux gens de se déplacer ou alors de rester chez soi. Donc ça, c'est une ambition particulièrement forte, mais j'ose espérer que d'ici la fin de l'année, je pourrai proposer en fait une plateforme en ligne de toutes les méthodes, astuces et outils qu'on peut mettre soi-même au sein de son entreprise. En fait, c'est la compilation de tout ce qui est astuces, méthodes de pro, que tout un chacun peut prendre comme un puzzle pour avoir une belle image de son entreprise. Et je le dis déjà aujourd'hui, en fait, cette plateforme s'appellerait 50 nuances d'organisation. D'accord, merci pour l'info en tout cas. Oui, tout à fait. Je me suis dit, oh là, je vais faire la provoque en faisant 50 nuances d'organisation après 50 nuances de grès, mais je me suis dit qu'en fait, l'organisation a une notion de rigueur. Les gens, quand on parle d'organisation, se disent oh, c'est pas pour moi, c'est trop lourd ou trop. Et donc, en fait, l'objectif au sein de cette plateforme, c'est de dire en fait, on peut créer son organisation, la faire vivre, et puis que la rigueur devienne un plaisir. Donc un peu, c'est vraiment ce jeu de mots que j'ai tenu à faire parce que aujourd'hui, c'est vrai que ma rigueur, la méthode et l'outil m'ont permis d'être beaucoup plus créative et d'être beaucoup plus libre et donc et d'être beaucoup plus épanouie dans mon activité. Et c'est un peu cet aspect-là que je voudrais donner aux personnes qui ont fait le choix et une décision de vie de se dire allez, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais par où je commence, par quoi je fais et avec quoi je commence. Et souvent on se dit oui, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les finances. Je dirais, sans vouloir dire, que ce n'est pas l'aspect financier qui va déterminer la réussite d'une entreprise. J'en suis un exemple vivante puisque mon activité d'entrepreneuriat a été jalonnée d'accidents de vie, le décès de mon époux, l'accident de mon fils qui m'a emmené à venir ici sur La Réunion, à suivre ces soins médicaux qui remettent complètement en question une entreprise puisque on repart à zéro à chaque fois. Donc quand on dit on repart à zéro, on repart en règle générale à moins zéro. Je ne sais pas si ça peut exister, mais ce sont des réalités. Et donc je dirais que ce parcours et cette expérience de vie m'emmènent à me dire j'ai envie de le partager. Parce que je pense que aujourd'hui j'aime comment dirais-je à toujours me mémorer de la citation de Nelson Mandela, que c'est un homme que j'admire énormément, qui avait dit si je peux restituer convenablement, c'est cela paraît impossible tant qu'on ne l'a pas fait. Et ça m'a toujours marqué et je pense que à chaque fois qu'une chose me paraissait impossible, justement, je l'ai fait. Et finalement, c'est vrai, en vérifiant les choses, on peut s'apercevoir que ça paraît toujours impossible tant qu'on ne l'a pas fait.
D'accord. Ben, en tout cas, c'était une belle phrase, une bonne source de motivation. Oui. Et donc, si on veut te contacter pour accéder au service de réseau de services, on fait comment? Alors, soit sur le site internet, alors toujours le même jeu de mots, réseau de services écrit R-E-Z-O, le chiffre 2, service avec un s.com, ou le 06 92 55 51 57. Écoute, je te remercie beaucoup Natacha pour cette interview qui était très intéressante. Merci Annabelle. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci aux éditeurs également.